Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle preview du foot US de A à Z. Aujourd'hui, on va partir direction la NFC North et on va parler des Green Bay Packers. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Julien, membre du podcast des Têtes de Fromage et ainsi de suite. Il fera l'auto-promo de tout ça à la fin de l'épisode. Bonsoir Julien, comment tu vas? Eh ben, ça va super, Joe. Toujours heureux de te retrouver et de retrouver le foot US de A à Z pour ma petite preview annuelle maintenant auprès de vous. C'est ma troisième édition. Donc, C'est ça. super. Pour ceux qui veulent réécouter les anciens épisodes, ils verront peut-être les évolutions, mais toujours fidèle au poste et ça fait plaisir toujours. C'est ça, et quel plaisir. Encore moi, un grand merci. Je le fais à chaque épisode, je remercie chaque invité. C'est vraiment un réel de plaisir parce que tout le monde est bienveillant. La plupart du temps, les gens acceptent de suite et on cale la date quand on peut, suivant les agendas de tout le monde. Et cette année, ça se goupille bien. Je devrais avoir fini assez rapidement autour du 15 août, donc c'est très bien. Bon, écoute, je le dis pour tout le monde, en tout cas, chapeau pour l'organisation parce que 35 agendas à faire coïncider, c'est pas facile. Ouais, c'est pas simple, mais on y arrive. On y arrive et c'est pas toujours simple. Mais voilà, c'est un réel plaisir. Puis moi, c'est un premier podcast avec toi, une première preview aussi sur les Packers. Et je connais Valentin, j'échange beaucoup avec lui, on regarde beaucoup les matchs. Des fois, on est en privé sur Discord, on regarde les matchs ensemble et tout. Donc c'est toujours un plaisir de discuter avec les fans des Packers et des connaisseurs aussi de foot. Donc, c'est plaisant de discuter avec la Packers et on va dire, toutes les fans des Packers qui sont toujours bienveillants aussi. Et voilà, on a une grande fanbase. Et puis, on est une fanbase presque plus autocritique que critique envers les autres franchises. Exact. Et dans le podcast, voilà, attention, il y a les tontons flagueurs qui sont là, donc des fois, ça envoie des bons scuds. Ouais, voilà, moi j'en envoie, mais j'ai plutôt le rôle du modérateur là-dedans, en disant quand même, mais c'est peut-être le lot d'être une franchise historique et de grosso modo depuis plus d'une trentaine d'années d'être toujours à l'avant de la ligue, quoi, hormis une ou deux années creuses par-ci par-là. On a toujours été avec Brett Favre, Aaron Rodgers et puis maintenant on l'espère Jordan Love. On a toujours été à l'avant, donc c'est vrai qu'on est peut-être plus exigeant que la moyenne parce que voilà, à chaque fois, c'est rare les années où on se dit, là, par exemple, au mois de juillet-août, de se dire, bon, cette année, les playoffs, on ne les vise pas. C'est tous les ans, avec Favre, Rodgers et maintenant Love, c'est playoffs, minimum, c'est playoffs. Enfin, l'objectif, bien sûr. Ouais, l'objectif. Après, c'est pas toujours simple. On ne sait jamais comment se passe une saison. Mais profitons pour rappeler vite fait comment marche, parce que la franchise des Packers, c'est la seule à marcher comme ça en NFL, si je ne me trompe pas, avec les fans. Et vas-y, touchons en deux mots, c'est l'occasion dans la preview, et après on attaque vraiment dans le vif du sujet. Comment ça se passe. Ouais, disons, on est la franchise la plus ancienne de la NFL, qui a toujours été, qui s'est toujours nommé les Green Bay Packers depuis 1919. Donc maintenant, ça fait plus d'un siècle d'existence. On est la plus vieille franchise avec les Chicago Bears, mais qui, eux, les Bears ne s'appelaient pas les Bears à l'époque. Donc, ce qui fait qu'avec les Bears, on est la plus vieille rivalité de la NFL. Et on a repris le leadership dans notre opposition ancestrale avec eux, grâce notamment avec l'Air Rodgers, qui nous a sorti d'un bon pétrin au niveau de la balance victoire-défaite. Et donc, la franchise des Packers, oui, elle est assez exceptionnelle dans le sens où elle est dans une ville de 100 000 habitants, ce qui, à l'échelle des États-Unis, c'est vraiment peanuts, quoi. C'est vraiment une toute petite ville qui, en fait, mène tout un État derrière lui, le Wisconsin, qui se situe tout au nord des États-Unis. Géographiquement, vous prenez une ligne médiane au centre, vous allez tout en haut, et puis vous êtes à Green Bay, dans le Wisconsin, au bord des Grands Lacs, au bord du lac Michigan, comme Chicago, 400 km plus bas. Et les Packers sont, entre guillemets, une entreprise d'actionnaires, de petits porteurs, de petits actionnaires. Il y a eu d'ailleurs une ouverture de parts. En fait, voilà, chacun peut avoir des parts sociales des Packers. Alors, quand la franchise décide de les ouvrir, et là, il y a eu une ouverture il y a 2 ans. Et d'ailleurs, il y a 2 membres du podcast Tête de Fromage qui ont eu leur petit bulletin, leur petit diplôme, comme quoi ils sont
actionnaire des Packers. Après, c'est symbolique, hein, c'est symbolique, oui et non, parce que cette action, entre guillemets, c'est comme une action en bourse, elle a un coût. Donc, vous payez, cet argent va à la franchise Packers et ça fait partie de ses recettes. Alors, évidemment, c'est loin d'être la partie majoritaire des recettes, puisque, comme toutes les autres franchises, la partie majoritaire, ce sont les droits télé. Mais elle n'a pas de propriétaire privé, comme un Robert Kraft aux Patriots, comme un Jerry Jones aux Cowboys. Elle a un président représentatif, qui est Mark Murphy actuellement, et qui doit d'ailleurs passer la main incessamment sous peu, lors d'une réunion officielle. On connaît le nom de son successeur, mais il va passer la main là dans quelques jours. Mais c'est un président de directoire. Si je devais comparer avec le soccer, c'est un peu comme le Barça, voilà, avec des socios. Le Barça ou le Real, quoi. Ouais. Voilà, non, le Barça, pas le Real. Le Barça, ouais. Et donc, voilà, donc on a plein de petits actionnaires. Là, d'ailleurs, va y avoir au sein du Lambeau Field, peut-être que ça a déjà eu lieu d'ailleurs, au sein du Lambeau Field, il y a tous les ans une assemblée générale. Donc, tous les actionnaires peuvent venir au Lambeau Field. Bon, évidemment, tous les actionnaires n'habitent pas le Wisconsin, mais le président fait, comme pour n'importe quelle association, le bilan financier, le bilan sportif, voilà, devant tous ces petits actionnaires. Et ça fait vraiment la spécificité, c'est unique, hein, parce que tous les 31 autres franchises NFL ont un propriétaire privé. Et voilà, je pense que j'ai bien résumé l'ensemble des particularités. Il y en a plein d'autres, mais voilà, les principales. Et voilà, donc non, mais c'est important de le dire, on ne le dit pas assez, et d'où l'occasion de t'avoir avec moi. Je m'étais mis une petite note, je dis, c'est l'occasion d'en parler. Et le Wisconsin, le coin le plus touristique des États-Unis, on le sait tous. Ouais. On le sait tous. C'est très beau à l'automne, néanmoins. Il y a un petit été indien à voir. On pense toujours au Canada pour l'été indien, mais le Wisconsin, c'est pas mal non plus. Mais c'est vrai que pour une petite aparté, c'est un État hyper laitier, d'où, c'est pas une petite anecdote, d'où le cheddar, d'où la tête de fromage, et la tête de fromage qui est symbolique des supporters des Packers, parce que l'État de Wisconsin, il y a beaucoup de fermes laitières, et donc on est aux États-Unis la patrie du cheddar. Exactement. Et Green Bay, une toute petite ville qui tient avec sa franchise aussi, et c'est très important. Donc complètement tourné autour des Packers. Exactement. C'est voilà, je vous invite à vraiment découvrir, pour ceux qui connaissent pas la franchise, parce que il y a plein de choses à découvrir. Voilà, les gens croisent les joueurs dans la rue assez facilement et tout, c'est parce que c'est vraiment un petit monde, et franchement, ouais, c'est assez dingue de le voir comme ça, mais c'est vrai que des fois on peut comprendre qu'il y en a qui ont envie de voir ailleurs, hein, parce que voilà, ça peut s'entendre, hein, mais il y en a qui aiment vivre là-bas et qui sont très bien dans leur petit truc. C'est familial, quoi. C'est simplement. Ce qui est après, comme la NFL quand même un jeu de jeunes joueurs, c'est pas New York, c'est pas Miami, c'est pas Los Angeles. Non. Donc c'est pas là-bas que tu vas aller en yacht sur le lac Michigan t'éclater, quoi. Donc sûr, mais les têtes brûlées, ça leur permet de pas vriller non plus. Mais bon, chez les Packers, on fait quand même le tri avant, mais bon. Exactement. La part mentale du joueur joue beaucoup dans l'évaluation, un peu moins sur le manager général actuellement, puisqu'il prend, par exemple, comme dirait Valentin, des gogoles de Georgia. Mais ça, on en reparlera peut-être après. Mais par exemple, tu vois, oui, ça permet de cadrer, par exemple, un joueur comme Jair Alexander, qui est un mec qui est complètement tout fou, qui est en show permanent, même à l'entraînement. Alors, c'est super sympa à voir, mais il peut rapidement vriller. Et on l'a vu l'année dernière, par exemple, notamment pour le toss du début, pour le coin flip. Chaque franchise, chaque équipe détermine 3 joueurs pour faire les capitaines du jour. Et sur un match, je ne sais plus lequel, il s'est présenté. Il y avait 3 mecs, il s'est présenté en 4e et il a dit vas-y, on fait pile. Et puis et les 3 autres joueurs qui étaient là, il y avait Aaron Jones, je crois, ils le regardaient, fait qu'est-ce que tu fais et tout. Donc voilà. Et donc après, donc il s'est fait suspendre un match pour ça, il me semble, au moins un match. Et voilà, donc ce genre de profil, il serait sous d'autres contrées, je pense que il ferait largement plus les choux gras des tweets et autres gazettes. Donc c'est vrai qu'on a
c'est vraiment très particulier. Par exemple, là aussi, là, pour le camp estival qui vient de débuter, la tradition, c'est toujours que les joueurs, entre les vestiaires et le terrain d'entraînement, il y a 200 mètres. On appelle ça le Dream Drive. Et donc, en fait, les joueurs passent obligatoirement au sein d'une allée où ils sont accompagnés par des enfants je sais pas, 4-5 ans jusqu'à 15 ans, avec des petits vélos. Et la petite histoire rigolote, c'est d'essayer pour ces joueurs de monter sur le vélo de l'enfant. Voilà, donc c'est à la fois, ça fait partager un super moment à tous les jeunes fans et ça donne toujours des petites photos cocasses. Et donc, c'est un des vecteurs, par exemple, de la grande proximité qu'il peut y avoir entre les fans locaux et les joueurs. Voilà, on est dans la franchise la plus familiale de la NFL, c'est le cas de le dire. Et moi, je trouvais important d'en toucher 2 mots. Et qui de mieux que des fans des Packers pour en parler. Et voilà. D'ailleurs, tu ne peux pas si bien dire, ça va être diffusé, mais le samedi 3 août, il y a comme le dit il y a la Family Night. Et en fait, c'est un entraînement, mais qui se passe au Lambeau Field. Et donc, devant 80 000 spectateurs. Donc, c'est une session, comme une session de training camp, mais ça se passe en famille, avec des packages family. Voilà, et ça se termine avec un feu d'artifice, avec tous les joueurs qui viennent aussi avec leur famille au milieu du Lambeau Field à regarder un feu d'artifice. Donc voilà, on a la Family Night et je pense que c'est assez unique en NFL. Exactement. Eh ben, on a fait le tour complet de cette partie des Packers. Voilà, je le répète, c'est vraiment, voilà, je tenais à vraiment, j'en avais jamais parlé auparavant. Et pour ceux qui découvrent les previews ou qui deviennent fans de NFL ou qui n'ont pas de franchise et qui veulent se raccrocher un peu au côté familial, eh ben, c'est les Green Bay Packers qu'il faut choisir parce que, ben voilà, il y a une grande histoire là-bas, la plus vieille franchise de la NFL et le côté familial qui peut correspondre à certaines, peut-être des fois, équipes qu'on peut rencontrer au soccer aussi. Et voilà, ça peut être sympa aussi. Bon, on va se plonger maintenant dans notre preview. Allez, on va attaquer le sportif. On va attaquer le sportif, voilà. On va faire un retour. Donc, vous connaissez le principe maintenant des previews. Pour ceux qui ont côté les premières previews, je vais quand même répéter vite fait le principe pour ceux qui le découvrent. Donc, on fait un retour sur la saison précédente. On fait un point sur la free agency, les départs, les arrivées. Ensuite, on fait un petit point draft. Et après, on enchaîne sur la saison 2024 avec le calendrier et les pronostics qui vont bien. Donc, et puis à la fin de l'épisode, eh ben, Julien fera sa promo pour le suivre sur ses pages comptes et tout ça. Donc, et vlog. Et t'en profiteras, ça sera ton moment. Julien, on y va. Donc, la saison a débuté. Quoi de mieux qu'une victoire l'année dernière contre les Chicago Bears 38-20 chez eux. Voilà, ça reste la maison des Packers de Chicago. Ensuite, je fais tout le calendrier, puis après, on échange dessus. Hein. Ensuite, vous aviez un déplacement à Atlanta. Vous perdez Atlanta. Vous receviez les Saints. Vous gagnez. Vous perdez chez vous contre les Detroit Lions. Ensuite, vous perdez chez les Las Vegas Raiders. Vous aviez la bye week très, très tôt l'année dernière en week 6. Week 7, vous alliez chez les Denver Broncos où vous perdez. Week 8, vous perdez aussi chez vous contre les Minnesota Vikings. Ensuite, en week 9, vous remportez contre les Rams chez vous. Vous alliez à Pittsburgh en week 10 où vous perdez. Après, vous faites un enchaînement de victoires. Vous receviez les Chargers où vous gagnez le match. Vous allez gagner à Détroit et vous gagnez le match contre Kansas City. Chez vous, vous avez dominé de A à Z ce match. Ensuite, vous avez été perdre à New York. Vous avez été perdre contre Tampa Bay contre Tampa Bay chez vous. Et ensuite, vous enchaînez donc 3 matchs où vous imposez, dont 2 matchs à l'extérieur qui n'étaient pas faciles. Bon, les Carolina Panthers, même si c'est Carolina, il faut quand même aller gagner là-bas. Vous avez gagné 33-30, c'était serré. Ensuite, vous allez à Minnesota, vous remportez le match et vous finissez la saison contre les Bears où vous remportez ce match aussi. Ça fait 3 victoires pour faire un bilan de 9-8 et qui donne l'accès à la 2e place de votre division et qui donne l'accès au wildcard. Toi, déjà, sur le bilan, sur la saison régulière, Julien, tu peux. Voilà, il y a un moment donné, on disait les playoffs, ça va être compliqué. Et il y a 2 fois des enchaînements de 3 victoires, donc en week 11 à week 13 et la week 16 à la week 18, qui fait vraiment basculer, on va dire, la saison en positif et qui vous fait aller en playoff.
T'en pensais Ça quoi a de la été, saison? comme on dit, une saison roller coaster. Donc vraiment le grand 8. Alors bon, pour recontextualiser, mais bon, je pense que nos éditeurs le savent, c'est première saison sans Aaron Rodgers aux commandes. Donc grosse page qui se tournait avant la saison. 15 ans en tant que QB1, 18 ans aux Packers, puisqu'il a été 3 ans à cirer le banc comme Jordan Love. Mais lui, c'était derrière Brett Favre. Et 15 ans à nous mener tout le temps en playoff, un Super Bowl. Et une fin en autre boudin, voilà, parce que évidemment, depuis qu'on avait drafté Jordan Love au premier tour de la draft 2020, avec un trade-up en plus, et ben le torchon brûlait entre Aaron Rodgers et le management, forcément, parce qu'on draftait clairement son remplaçant. Et il avait fait pression, il avait sorti de 2 saisons MVP en 2021, en 2020 et 2021, 2 saisons MVP. Et donc, difficile de passer de virer, entre guillemets, un double MVP en titre, hein. Donc, qui sera first ballot Hall of Famer. Et donc, le torchon a brûlé, on l'a tradé aux New York Jets. La saison d'Aaron Rodgers a duré 1 minute sur le terrain de New York. Et nous, on s'est retrouvés avec un deuxième tour qui aurait dû changer en premier draft si Rodgers avait pu jouer sans être blessé. Finalement, on ne récupérera qu'un deuxième tour de draft qu'on a eu en 2024, plus un petit switch entre la place 13 et 15 du premier tour de draft de 2023. Et donc, Jordan Love aux manettes. Donc, Jordan Love aux manettes, on était un peu fébrile. On se disait, qu'est-ce qu'il a le gamin sous le coffre, puisque Aaron Rodgers, même blessé, ne souhaitait pas laisser sa place. Il a joué, par exemple, toute la saison 2022 avec un pouce a priori cassé. Et ça, c'est une des raisons pour laquelle la saison 2022 a été très mauvaise, hein, puisqu'on finit avec un bilan de 8-9, je crois, et qui a précipité la fin de l'ère Rodgers. Donc Jordan Love, il devait avoir un match ou 2 matchs, voilà, dans les baskets. Et la première moitié de saison, ça s'est vu. Ça a été très difficile puisqu'il lui manquait de l'expérience avec ses coéquipiers. Et voilà, il s'est retrouvé comme un rookie, malgré ses 3 premières années à cirer le banc. Et les premiers matchs, il y a eu beaucoup d'interceptions. La première moitié de saison, on perd beaucoup de matchs de peu. On perd aux Falcons d'1 point, on perd aux Raiders de 4 points, on perd aux Broncos de 2 points, on perd aux Steelers de 4 points. Et à chaque fois, avec la possibilité de gagner, mais avec à chaque fois Jordan Love qui fait des interceptions cruciales. Et donc, résultat, à la mi-saison, on a un bilan de 3 victoires et 6 défaites. Et ben nous, les Cheeseheads, on n'emmenait pas large, hein. C'était déjà une bonne majorité qui était déjà en train de mettre Jordan Love au bûcher, ce qui pouvait se comprendre parce qu'il ne donnait pas trop de sécurité. Et en fait, ce qu'il a fallu, c'est qu'il ait créé une alchimie, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait l'attaque la plus jeune de la NFL. On avait que des rookies en Titan. On avait notre corps de receveurs, c'était 2 joueurs de deuxième année et des rookies. Donc voilà, on avait une ligne offensive qui était très jeune aussi, puisque malheureusement David Bakhtiari, qu'on a résilié en cours à la fin de la saison, a été absent toute l'année pour cause de blessures. Donc il y a eu beaucoup de tâtonnements, ça a été très compliqué parce qu'on sentait de la fébrilité en fait chez Jordan Love, et avec des lancers qui n'étaient pas forcément sûrs, comme s'il voulait assurer, tu vois, avec des lancers qui étaient, moi j'ai qualifié de soft, comme s'il voulait mettre trop de touchés, et résultat, ça donnait des balles parfois flottantes et donc facilement captables par les défenseurs, d'où un nombre je reprends la phrase de Valentin. Regarde-le, il ne s'est même pas lancé une slant. Par exemple. À la fin, quand même, à la fin de la saison et en playoff, il savait mieux que lancer une slant. Mais donc voilà. Et il y a eu je pense, toute cette acclimatation nécessaire de cohésion tactique, de cohésion technique, qui a fait que à la mi-saison, ça a commencé à cliquer au niveau de sa relation avec son attaque. Et donc, on a commencé à gagner un match contre les Chargers de 3 points. Donc, cette fois, la bascule a été de notre côté. Et après, on a enchaîné 2 victoires sur 2 grosses équipes, hein, les Lions et les Chiefs. Donc, ça a été ce trio de matchs nous a fait tout de suite rebasculer en bilan de 6-6. Et à partir de là, on a fait un petit run sur la fin de saison. Un petit run qui a été contrarié quand même par
une série de 1 victoire et 2 défaites contre des 3 quarterbacks qui ont chacun effectué leur meilleure performance en carrière. Donc je pense à Danny DeVito. Enfin, De Vito, le mec, le quarterback italien, d'origine italienne des Giants. Après, il y a eu Tommy DeVito. Tommy DeVito, pas Danny DeVito. Après, il y a eu Baker Mayfield des Buccaneers. Et après, il y a eu surtout, comment il s'appelle, le quarterback des Panthers? Bryce Young. Bryce Young, qui était rookie et qui a fait sa meilleure performance de l'année contre nous. Donc, résultat, sur ces 3 matchs, on a eu un bilan d'1 victoire, 2 défaites, mais surtout, ça a été 3 performances défensives cataclysmiques. Et c'est ce qui a sonné le glas du code ordinateur défensif Joe Barry, qui a jamais été super aimé par les Cheeseheads et par moi-même aussi, je dois le dire, parce qu'il avait une philosophie qu'on peut qualifier de soft, c'est-à-dire je préfère encaisser des yards pour essayer d'encaisser peu de points. Sauf que ça, à un moment donné, cette philosophie, elle se heurtait à un mur et non seulement on encaissait des yards et après on encaissait des points. Et c'est 3 performances défensives cataclysmiques avec peut-être aussi une équipe, des joueurs qui ont un peu lâché leur cordeau, mais c'était malheureusement un mal nécessaire. On fait qu'on s'est retrouvé en capacité de jouer les playoffs, mais un peu dos au mur. Et on a gagné nos 2 dernières victoires contre les rivaux Vikings et Bears, et ce qui nous a donné un bilan de 9-8. Et hop, le strapontin numéro 7, qui est maintenant qualifiable pour les playoffs depuis 3-4 ans maintenant. Et donc, à partir de là, c'était forcément une réussite, puisque honnêtement, on était au bord du précipice après Rodgers. On se disait, où va-t-on? Oui, puis à la week 10, tu as 3-6. Tu te dis, on va choisir au premier choix de draft, ça continue, quoi. Ah, mais j'en connais des cheeseheads qui étaient là à dire allez, faut qu'on tank, on prend je sais plus qui en quarterback et on le remplace. Et quand tu sais maintenant que c'est quarterback le mieux payé de la NFL, c'est assez marrant, mais c'est vrai que moi j'avais de l'espoir, parce que fallait quand même laisser une saison, mais c'est vrai qu'on n'emmenait pas large. Et donc cette qualification au playoff, c'était plus qu'un objectif rempli. Puis après les playoffs, comment ils se sont déroulés, ça donne beaucoup d'espoir pour le futur. Ça a donné sur le moment un peu de rage, parce que non seulement on a, je vais pas dire humilié parce qu'il y a du respect, mais par rapport les Cowboys, on les a vraiment démontés chez eux. Vous leur avez roulé dessus, clairement. Ouais, parce que je sais plus, à un moment, il y avait quoi? Il y avait 46-16, un truc comme ça. Donc au final, je crois qu'il y a 48-16. 48-32. 48-32, il y a eu 48-16 et après on l'a joué soft, et donc il y a eu 48-32, mais à un moment c'était 48-16, c'était vraiment démonté, quoi. Et, ouais. Vas-y. Non, vas-y. Et après on enchaîne avec les Niners, ultra favoris, donc nous on était l'underdog idéal, et on avait le match en main. On avait largement de quoi gagner. On loupe 2 interceptions toutes faites, donc Brock Purdy il s'en sort, mais très très chanceusement face à Darnell Savage et Keshia Nixon qui drop des interceptions toutes faites. On a une course d'Aaron Jones qui n'arrive pas à aller au bout, qui se fait rattraper alors qu'il aurait pu marquer un touchdown de 95 yards, je crois. Et au final, on a Jordan Love qui a le ballon en main et qui aurait pu faire le Rodgers et qui finalement a fait le Brett Favre, c'est-à-dire je tente, je lance, et puis ça passe, ça casse. Bon, là, en l'occurrence, ça a cassé. Il a lancé en plein dans les mains de Dre Greenlaw, le linebacker des Niners. Et ça donnait une interception qui donne une mauvaise impression de lui, parce que c'est vrai que c'était une sale passe. Mais ça ne doit pas entacher la progression vraiment réelle qu'on a pu voir de la Week 10 jusqu'à ce tour de division des playoffs. Non, mais bien résumé. Ouais, contre San Francisco, ça passe à un rien. San Francisco, ils ont eu très chaud en playoff quand même. De l'autre côté de l'AFC aussi, ça a été pareil avec Kansas City, mais ils ont eu très chaud contre vous, contre Détroit aussi en finale de conférence. Où Détroit, ils ont le match en main aussi, clairement. Et voilà, du coup, ça passe pas. Et c'est là qu'on a vu quand même le progrès de l'équipe, à jouer au sol aussi, qui était quand même
qui cliquait bien aussi chez vous. Moi, je me rappelle, vous avez pris l'avantage assez rapidement en saison régulière contre Kansas City et vous avez mis votre jeu au sol en place. Et quand vous mettez votre jeu en sol et puis que vous envoyez 2-3 passes par-ci par-là, Jordan Love était capable de les faire. Et ce qui fait que quand vous menez au score et puis que vous faites couler l'horloge, c'est une grosse force chez vous. Et c'est ce qui s'était passé contre Kansas City. Et c'est ce qui aurait pu se passer aussi contre San Francisco s'il n'y avait pas eu ces erreurs. Et je vois encore Valentin crier quand Darnell Savage loupe l'interception. Donc, non, celle-là, parce qu'elle est vraiment, elle est dans son torse, quoi. Et il n'y a qu'à la capter. Il y a que ça à faire, quoi. C'est même plus dur de la dropper que de la catcher. Donc, il fait un pick 6 le tour d'avant contre les Cowboys et je crois qu'il s'y est vu déjà. Exact. Il avait déjà regardé le coin de l'embut, il était prêt à partir, il n'a même pas pensé à sécuriser sa inter. Et ça fait très très mal, quoi. Mais bon, voilà. Après, comme tu dis, tu fais bien de résumer ça, que c'est vrai que la philosophie maintenant amenée par le nouveau entraîneur en chef. Quand je dis nouveau, tu vois, lapsus, parce que ça fait quand même, ça doit se faire sa 4e année maintenant, mais même plus, ouais. 2019, il est arrivé. Matt Lafleur, ça va faire sa 5e année, 5e saison, ouais. 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6e saison. Il commence sa 6e saison. Ouais. Mais en fait, avec Aaron Rodgers, il était castré, quoi. Clairement, il y avait à la fois Matt Lafleur avec son cahier de jeu, puis il y avait Aaron Rodgers, j'ai envie de dire le romantique du football, le gars qui veut toujours faire la passe de fou, qui veut toujours improviser, qui veut toujours que sa ligne offensive lui laisse 6-7 secondes parce qu'il veut toujours trouver la meilleure solution, souvent avec ses cibles favorites. Ce fut Jordy Nelson, ce fut après Davante Adams. Donc il y avait cet entre-deux assez compliqué, mais la philosophie de Matt Lafleur, c'est à la base, c'est de poser un jeu. Et l'année dernière, c'est ce qu'on a pu faire parce que ce run, je parlais que ça avait bien cliqué, mais c'est aussi parce qu'on avait Aaron Jones qui a été souvent des petites blessures et qui en fin de saison nous a sorti, je crois, 4 matchs à plus de 100 yards. Donc résultat, avec une course, avec un coureur qui passe plus de 100 yards, ça permet tout de suite de mieux gérer, d'enlever la pression des épaules de Jordan Love. Maintenant, je pense qu'il en a moins besoin, mais ça a été essentiel pour notre run de fin de saison et nos espoirs en play-off. Ok. C'est complet, c'est un bon résumé. On va partir maintenant du côté de la free agency, les départs déjà. Donc voilà, tu l'as cité, tu l'as mentionné, Joe Barry a quitté. Ça sera, je crois, le seul changement dans votre coaching staff aujourd'hui. Tu m'arrêtes si je me trompe, mais du moins des cordeaux, hein, et puis du head coach. Ouais, des gros cordeaux. C'est Jeff Hafley qui devient le nouveau coordinateur défensif de Green Bay à la place donc de Joe Barry qui a été, on va dire, remercié après ses longues années à Green Bay. Trop longue, hein, mais ça faisait pas si longtemps que ça. Hein. Je crois que ça faisait 3 ans. Et 3 ans de trop. Dès la première année, on voyait que ça pouvait pas marcher. Il n'avait pas un pédigré énorme d'ailleurs. Moi, je donne toujours la chance au produit. Mais non, c'était mort et la dernière année, pour moi, le vestiaire l'a pas suivi la dernière année. Ouais. Donc voilà, c'est le changement principal au niveau du coaching staff à Green Bay. Ouais. Sinon, Matt Lafleur entamera sa 6e saison et Adem Stenavich, pardon, lui est en place depuis aussi, je crois, il était déjà cordeau. Il était cordeau de la ligne offensive et il ça va être sa 3e année, je crois, en cordeau offensif. 2 ou 3e année. Mais ce qu'il faut préciser, c'est qu'on change de cordeau défensif, mais on change de logiciel complet au niveau défensif. Donc, on change de cordeau, mais on change de tous les assistants défensifs. Donc, ça a été un reset complet au niveau défensif. Et on change de système. On passe de système 3-4 à système 4-3. On était en 3-4 depuis 2009, il me semble, avec l'arrivée de Dom Capers. Donc, on passe de 3-4 à 4-3 et on change de philosophie complète. C'est-à-dire, on passe de philosophie passive à je laisse le jeu se développer pour pas encaisser de gros jeux à une philosophie complètement agressive, c'est-à-dire une philosophie boomer bust, c'est on tente l'inter, on tente le plaquage violent, quitte à se faire prendre une deep et tant pis.
Moi, je suis plus en raccord avec cette philosophie parce que le chrono est hyper important en NFL. Et le problème de l'ancienne philosophie passive, c'est que le chrono, à chaque fois, jouait contre nous. Et que l'équipe en face usait de ce chrono, usait de courses, de petites passes. Et on subissait. Si mené, voilà. Si voilà. Mené, et on n'arrivait pas à avoir la main sur le jeu à cause de ça. Donc maintenant, moi, je suis plus en phase avec cette philosophie. Tu es agressif, tu peux faire des big plays, et puis des fois, tu peux te faire transpercer. Bon, c'est le jeu. Est-ce que ça en vaut la chandelle? Moi, je pense. Mais en tout cas, il y a une bonne émulsion qui se dégage des joueurs qui adhèrent tous. Et Jair Alexander, le premier, je le cite parce que c'est un leader et le cas qui pourrait être le plus problématique si ça ne marche pas, qui adhère complètement à cette nouvelle philosophie apportée donc par l'ancien head coach de Boston College, Jeff Hafley, qui a été recruté en cordeau défensif. Et je finirai avec Rick Bisaccia qui a amélioré un peu les choses quand même en special team la saison dernière. Parce que plus ou moins. Parce que l'année avant, c'était un peu plus catastrophique. Mais là, il y a eu une amélioration de fait. Mais voilà, c'est encore pas le Pérou. Mais voilà, il y a une amélioration de fait. Ouais. Bref. Ok, très bien. Et ben maintenant, on va partir sur les ce coup-ci au niveau de l'effectif, au niveau des joueurs. Donc, vous avez perdu le running back Aaron Jones qui est parti aux Vikings. On va dire presque de colère. Ensuite, on revient après sur la liste. Je fais toute la liste et après on revient avec toi dessus. Le tight end Joshua Deguara qui est parti chez les Jaguars. L'offensive tackle David Bakhtiari qui est toujours free agent aujourd'hui. L'offensive tackle Yosh Ninjam qui est parti chez les Panthers. L'offensive guard John Runyan qui est parti chez les Giants. Le linebacker Devondre Campbell est parti chez les 49ers. Le safety Jonathan Owens qui est parti chez les Bears. Le safety Rudy Ford qui est toujours free agent. Et Darnell Savage qui est parti chez les Jaguars en tant que safety. Toi, dans cette liste, moi, à part Aaron Jones où c'est mal goupillé et que c'est un running back et on sait que le running back dans la ligue, c'est pas le poste où on va faire le plus gros investissement, on va dire. Mais lui, il s'est senti plus trop désiré. Et du coup, quitte à faire, il est parti chez les Vikings. Toi, t'en penses quoi de tout ça? J'en pense. Après, il faut revenir sur la free agency, qui à un moment, en fait, on a eu l'information de la signature de Josh Jacobs avant la résiliation d'Aaron Jones. Donc pendant 1 heure, on s'est retrouvé à se dire, mais putain, on a pardon, mais on a la meilleure paire de running back de la NFL, elle est chez nous. Et en fait, le mouvement de Josh Jacobs, en fait, il était juste le vase communicant d'Aaron Jones. Aaron Jones, on lui a demandé un pay cut, une coupe de salaire, une 2e année consécutive. Donc après, je le comprends parce que c'est vrai qu'on lui a demandé un vrai sacrifice. C'est-à-dire que souvent, on dit, le joueur, il a restructuré son contrat pour la franchise. 4 fois sur 5, la restructuration, en fait, c'est du signing bonus. Donc, au contraire, ça fait plus d'argent tout de suite, mais ça permet de diluer le cap sur plusieurs années. Donc, ça, c'est pas des vrais gestes, en fait. C'est la franchise qui dit, allez, on va te donner plus d'argent tout de suite et pour nous, ça nous arrange pour le cap. Par contre, Aaron Jones, il a vraiment eu une coupe salariale, une vraie coupe salariale d'avant. Donc là, lui redemander ça une 2e année consécutive, c'était c'était un peu dommageable. Donc, voilà. Donc, résultat, je comprends qu'il ait eu colère. Le management avait son plan de secours avec Josh Jacobs. Ils lui ont proposé un salaire qui m'a pas du tout choqué compte tenu du profil de Josh Jacobs. Donc, Aaron Jones, finalement, on lui demandait peut-être, je crois, de signer pour 4 ou 5 millions. Il a signé pour 6 ou 7 millions en fonction des primes pour 1 an aux Vikings, donc, alors qu'il allait toucher 12 millions normalement. Donc voilà, donc clairement, la valeur du coureur sur le marché n'était pas énorme. On avait raison de lui proposer un pay cut, mais le pay cut était trop élevé et trop énorme en proportion. Donc, je comprends à la fois Aaron Jones, mais je comprends aussi la franchise, puisque comme tu dis, le poste de coureur, c'est malheureusement pour eux, c'est un poste qui s'est beaucoup dévalué au niveau de la valeur ces dernières années, où clairement les jeunes joueurs deviennent de la chair à canon au sol. Donc voilà, donc c'est vrai que en effet, c'est la perte qui m'a fait plus mal au cœur, même si au niveau franchise, je la comprends. Ouais.
Après, voilà, moi, j'ai toujours David Bakhtiari, j'adore ce joueur, mais toujours déçu, tellement blessé, tellement, il est bon à boire des bières dans les tribunes au match de hockey, voilà, c'est malheureux à dire, ça. mais quel joueur c'était, et ouais, franchement, Ouais, c'est vraiment dommage, mais bon, ça fait partie de la NFL. Bon, ben voilà, le mec, le corps ne le suit pas. Ben voilà, au bout d'un moment, l'hygiène de vie peut-être aussi n'aide pas non plus. Donc après, voilà. Ouais, voilà, ça c'est vrai qu'on a une NFL, l'hygiène de vie peut-être pas la meilleure qui soit, mais bah, en plus lui, voilà, au niveau contrat, il a eu de la chance, hein, parce qu'il s'est pété la première fois le genou un mois après qu'il ait signé son plus gros contrat. Donc, résultat, au niveau financier, il va pas être malheureux. C'était même un gros raquage ces 2 dernières années, mais on pouvait pas s'en sortir parce que, sans remonter trop loin, on a utilisé son contrat avec beaucoup de void years parce qu'à un moment, au niveau du cap, on était complètement à la ramasse, à cause notamment du conflit avec Rodgers. Donc, Bakhtiari, il a gagné beaucoup d'argent et malheureusement, son genou en compote ne lui permet plus d'être un joueur NFL. D'ailleurs, il est toujours sans contrat. Et je pense qu'il annoncera bientôt sa retraite officiellement. Et c'est vrai que c'est un joueur qui nous a manqué à des occasions décisives, notamment en playoff 2020 contre les Buccaneers de Tom Brady. Mais c'est un joueur, comme on dit, what if. C'est-à-dire, s'il n'avait pas eu ses blessures, il aurait probablement eu sa place au Hall of Fame. Maintenant, c'est beaucoup plus discutable. Ça me fait penser à un récent Hall of Famer, le premier des Jaguars, le left tackle Tony Boselli, qui a été un énorme left tackle dans les années 90, mais qui a fait juste 5 ou 6 saisons. Qui était archi dominant, mais qui n'avait pas été encore intronisé en NFL à cause du fait que sa carrière avait été courtée. Et pour Bakhtiari, il a été ultra dominant. Je ne dirais pas qu'il a été aussi dominant que Tony Boselli, mais résultat, bon bah voilà, c'est dommage. En tout cas, on l'a cuté. Ça nous fait 20 millions de dollars en moins quand même sur le cap. C'est pas négligeable pour te dire le gros contrat qu'il avait. Donc c'est malheureux. Il fallait que ça se termine parce que de toute façon, il était plus apte au football. Oui, non, mais bien sûr, bien sûr. Et à un moment donné, t'as un synthétique, il peut pas jouer, il reviendra sur une pelouse naturelle et tout. À un moment donné, les couleurs, tu les avales plus, quoi. C'est fini, quoi. Clairement. Bon, très bien. Sinon, d'autres noms, non. Bon, John Runyan, tout ça, c'était des joueurs de rotation. De rotation, ouais. Donc, il n'y a pas d'autres que tu regrettes sur cette liste, on va dire. Voilà. Ah non, il n'y a eu aucun regret. Même je t'ai dit, Aaron Jones, je le regrette, mais c'est humainement. Ouais, c'est humainement, voilà, bien sûr. Au niveau sportif, je regrette personne. Darnell Savage, on n'en voulait plus parce que c'était OK, il a fait une interception pick six aux Cowboys, mais le match d'après, il en loupe une et puis il se fait manger par George Kittle. Enfin, il a toujours été complètement à la ramasse, donc aucun regret. Et puis Devondre Campbell, pareil, plus de regrets parce qu'il a fait une année incroyable en 2021 où il est All-Pro. Et puis en fait, ça a été une année en sur-régime. Et donc, il a été cuté, pareil, on gagne 10 millions sur le cap. Donc, une free agency très active de ce côté-là au niveau des départs. Ok. Bon, très bien. On va partir sur les arrivées maintenant. Donc, les arrivées et les re-signatures. Donc, au niveau re-signature, il y a Edgy Dillon, le running back, qui a re-signé chez vous. Il y a, comme tu l'as mentionné, Josh Jacob qui a signé un contrat de 48 millions de dollars, dont 12 millions, je crois, la signature et 4 ans, et des primes. Ouais, c'est ça. Il y a le tight end Tyler Davis qui re-signe chez vous. Il y a l'offensive tackle André Dillard qui signe un contrat aussi chez vous. Il y a le linebacker Eric Wilson qui re-signe un contrat de 1 an chez vous. Le cornerback Corey Ballantine qui re-signe aussi, qui était chez vous, qui était free agent, mais qui re-signe chez vous. Le cornerback ou retourneur, je ne sais pas trop comment Kayson Nixon, cher à Valentin, qui re-signe pour 18 millions. Là, par contre, c'est la meilleure ajout que vous avez fait à la free agency aussi, avec Jacobs. Le safety Xavier McKinney en provenance des Giants pour 68 millions. 68 millions le contrat, et le kicker Greg Joseph qui signe un contrat de 1,295 millions de dollars. Là, c'est donné en NFL. Et il y a eu la re-signature cette semaine. Je ne l'ai pas exactement le contrat, mais la re-signature du contrat de Jordan Love
qui va toucher le pactole. Le pactole. Et juste avant, une semaine avant, il y a aussi Kenny Clark qui a re-signé pour 3 ans, notre defensive tackle qui a été pro bowler. Donc c'est aussi une grosse re-signature, mais évidemment, ça a été éclipsé rapidement par le monstrueux contrat de Jordan Love. D'accord. Ouais, là, j'ai pris ça il y a 1 heure, il y a juste avant le podcast, avant d'enregistrer sur NFL Network. Tout n'est pas à jour. C'est incroyable. Un site comme eux qui sont encore pas à jour, c'est dingue. Comment veux-tu que nous, on soit à jour de tout? Non, mais bref, voilà. Donc, d'où l'importance d'avoir les invités fans de franchise qui nous disent les derniers signés aussi. Toi, dans cette liste, vraiment, Josh Jacobs, tu l'as dit, c'est un super ajout pour vous. Xavier McKinney, depuis le temps que vous attendiez un safety, un top safety chez vous, là vraiment, on a un membre du podcast des Têtes de Fromage qui a dit sur Twitter, voilà, en parlant de Brian Gutekunst, notre manager général, Brian, si tu fais ce move, tout est oublié. Et il a fait ce move. Il a payé le safety numéro 1 de Free Agency parce qu'il était essentiel au nouveau schéma justement de Jeff Hafley qui, donc comme j'ai dit, veut introniser de la 4-3, mais veut aussi majoritairement utiliser un schéma dit cover one, c'est-à-dire avec un seul safety en profondeur à l'arrière comme un libéraux. Et donc du coup, il fallait un taulier. Et il n'y en avait pas 40 000, on ne l'avait pas chez nous, ça ne pouvait pas être Darnell Savage, ça ne pouvait pas être un rookie. Donc forcément, on a mis le pactole, qui finalement, maintenant, quelques mois après, notamment avec la signature d'Antoine Whitfield des Buccaneers, n'est plus tant le pactole que ça. Donc finalement, on l'a signé à un bon prix. Ok, on l'a payé, on ne va pas se cacher, mais on ne l'a pas surpayé, à mon sens. Donc voilà, là, pour te résumer, la Free Agency 2024, c'est la plus grosse Free Agency qu'on a eue depuis 2019. Voilà. Donc, c'est pas tous les ans qu'on signe des vraies stars en Free Agency. Chez nous, on est plutôt draft et pas trop de dollars à des joueurs en dehors des Packers, qu'on aime bien donner des bons contrats à des joueurs qu'on prouvait chez nous. Mais quelqu'un d'extérieur comme Josh Jacobs et Xavier McKinney, c'est rare et c'était pas arrivé depuis 5 ans. Donc pour les Packers, c'est une grosse free agency. Exactement. Donc du beau nom, ça promet. On va voir ce que ça donne. Et ben là, du coup, on va partir direction la draft, parce que pour voir ce que tu en as pensé, parce qu'il y avait beaucoup de choix chez vous. Il y avait beaucoup de choix. Et au premier tour, en 25e position, prenez le tackle Jordan Morgan d'Arizona. En choix 2, choix 45, au round 2, je veux dire 45, le linebacker Edgerrin Cooper de Texas A&M. Toujours au tour 2, 58e position, le safety Javan Bullard de Georgia. Tour 3, 88e position, Marshawn Lloyd, le running back de USC. Tour 3, toujours 91e position, le linebacker Tyrone Hooper de Missouri. Tour 4, en 111e position, le safety Evan Williams d'Oregon. Tour 5, 163e position, l'offensive tackle Jacob Monk de Duke. Tour 5, toujours 169e position, le safety Kitan Oladapo d'Oregon State. Toujours au tour 6, le 202e position, l'offensive tackle Travis Glower de Georgia State. 7e tour, 245e position, le quarterback Michael Pratt de Tulane. Et au dernier choix, au 7e tour, 255e position, le cornerback Kalen King de Penn State. Alors, il y a eu beaucoup de doublons sur cette draft quand même. De l'offensive tackle, du linebacker, du corner back ou du safety, je veux dire. Je sais pas trop quoi penser. Qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, en tant que fan des Packers? Il y avait peut-être mieux à faire, mais bon, maintenant ils sont là, va falloir faire avec. Après, mieux à faire, par contre, c'est toutes les franchises, c'est valable pour toutes les franchises. Les drafts parfaites, c'est très compliqué, puisque c'est justement un système où c'est très difficile de prévoir l'avenir. Bon, pour résumer notre draft, parce que c'est clair, bon, déjà, je vous invite à écouter le podcast des Têtes de Fromage, où on a fait 2 épisodes très nourris sur ça, avec notamment donc Valentin, mais aussi Ryan de The Trick Play. Et on a bien analysé tout ça. Moi, mon analyse sur ça, c'est qu'en fait, on a drafté aux meilleurs joueurs disponibles au 1er et au 7e tour.
à la fois avec Jordan Morgan en left tackle pour le choix numéro 25, et au 7e tour avec des gars qui avaient chuté et qu'on a pris vraiment, qui étaient des gars qui étaient prévus 2-3 tours plus haut, donc avec le quarterback Michael Pratt et le corner Kalen King. Entre les deux, on a fait en effet beaucoup de doublons, parce qu'au final, on aura drafté 3 joueurs de ligne offensive, 3 safety et 2 linebackers. Donc voilà, c'était très ciblé. Donc moi, mon analyse, c'est que premier et 7e tour, on a fait au meilleur joueur disponible. Et après, on a clairement drafté au besoin, et surtout dans le cadre défensif, avec justement, je pense, l'influence du nouveau cordeau défensif Jeff Hafley. Parce que 3 safety plus 2 linebackers, c'est du gros matos qui a été donné au cordeau défensif. Donc, pour moi, on a drafté vraiment pour beaucoup de safety, des linebackers avec notamment Edgerrin Cooper de Texas A&M qui était donné comme le premier linebacker, le best linebacker de cette QV, faible QV d'ailleurs, puisqu'on le prend au 2e tour. Donc voilà, j'ai pas trop aimé justement le fait de trop cibler sur des postes en besoin. Moi, j'aime bien qu'on prend le meilleur joueur disponible. J'oublie pas qu'on a drafté aussi un running back, Marshall Lloyd, au 3e tour, qui est prometteur et qui, pour moi, a sa place déjà en coureur numéro 2 et qui peut-être pourra être le coureur numéro 1 dans 2 ans. Une fois que Josh Jacobs aura fait ses 2 premières années, il est facilement résiliable sur son contrat. Mais sinon, donc normalement, cette draft, elle est censée donner beaucoup de jus à cette défense. L'agressivité qu'elle demande, c'est symbolisé par cette jeunesse. Et pour finir, il y aura aussi le choix de numéro 1, c'est quand même celui du premier tour. La plupart des fans avaient 2 cibles. C'était Cooper DeJean, de corner safety, qui a été pris plus tard par les Eagles, milieu de 2e tour. Il a été pris au milieu de 2e tour, donc c'est pas trop un regret finalement. Mais par contre, il y a l'autre cible, c'était Graham Barton, de joueur de Duke, qui a été pris le pic d'après par les Buccaneers. Un left tackle universitaire qui va jouer guard. Alors guard, c'était peut-être pas notre besoin numéro 1, encore que. Mais résultat, on va avoir cette comparaison. Et d'ailleurs, tu vas comprendre l'analogie entre entre Josh Myers, donc 2e tour de la draft 2021, avec on prend à peu près au milieu du 2e tour, on prend un centre et finalement, à la surprise générale, on ne prend pas Creed Humphrey, on prend Josh Myers de Ohio State. Et le pic d'après, les Kansas City Chiefs sautent sur l'occasion et prennent Creed Humphrey en centre. Et maintenant, il est All-Pro, non? Ou il est Pro Bowler? Ouais, c'est ça. Ouais. Un des meilleurs centres de la NFL, alors que Josh Myers est loin d'être un des meilleurs centres, même s'il a fait en 2023, il a fait sa meilleure saison. Il a progressé. Il a progressé, mais faut dire que il a été mis au feu avec Aaron Rodgers, qui était sur la fin, qui était bougon. Donc le pauvre, je peux comprendre qu'il était un peu comme ça quand il devait servir Rodgers. Mais donc on va avoir cette analogie-là entre Morgan et Barton. Clairement, on va suivre la trajectoire de ces 2 joueurs. Et on espère qu'on ne soit pas déçu de la même manière, sachant qu'en plus, pour l'instant, lors du printemps et là de ce camp estival, on fait jouer Jordan Morgan, alors qu'il a joué left tackle 3 ans, mais vraiment pur left tackle à Arizona. Là, oui, tu as deviné, on le fait jouer garde droit. Donc, si on le fait jouer garde droit, franchement, je l'ai un peu mauvaise. C'est tellement Green Bay, ça. Mais c'est tellement Green Bay, exactement. Et ça, c'est ce qui rend fou Valentin, tout ça. C'est que, en fait, on veut des polyvalents, c'est très bien, sauf qu'à un moment, on les balade partout sur la ligne. Et des fois, ça donne des mauvaises assignations, ça donne des mauvais castings. Voilà. Et là, normalement, on prend un left tackle. Et là, pour l'instant, il a fait que jouer garde droit. Donc, on va voir comment ça se goupille, mais clairement, on suivra de près ce premier tour qui résultat, n'a pas sa place de titulaire garantie dès le week 1 pour les Packers. Voilà pour cette draft. Après, laissons le bénéfice du doute à Jordan Morgan, voir ce que ça va donner. Clairement. Après, moi,
Et Jalen Cooper, voilà, j'aime bien. Javan Bullard, j'aime bien. Bon, voilà, il y avait peut-être d'autres positions à prendre, mais voilà, laissons le bénéfice du doute aux joueurs. Et, voilà, si Valentin, tu m'écoutes, ne me tape pas sur les doigts. Je fais au mieux et je sais très bien que j'ai écouté en long et en large toujours vos podcasts et je sais que t'étais sur certains choix, t'étais pas satisfait. Bon, après, voilà, ils sont là maintenant, c'est fait, il va falloir faire avec et en espérant que ça tombe dans le bon sens et puis qu'ils s'adaptent à Green Bay et puis ça se trouve avec les nouveaux cordeaux défensifs et puis le coordinateur, défensif, le nouveau cordeau défensif et l'expérience de Matt Lafleur et tout puisse développer les petits nouveaux sur la O-line qui puissent progresser aussi, quoi. Donc on verra. Bref, on va passer maintenant on passe aux choses sérieuses sur le calendrier 2024 parce qu'on a là on a fait vraiment un tour complet de Green Bay et là du coup je vais lister pareil comme j'ai fait auparavant, je vais lister tout le calendrier et on revient dessus et moi j'ai sélectionné donc 3 matchs qui peuvent faire basculer maintenant ceux qui écoutent les previews aussi qui peuvent faire basculer la saison vraiment de Green Bay et voilà, tu vas me dire ce que tu en penses. Alors vous commencez déjà chez vous, vous receviez les Philadelphia Eagles, ensuite vous recevez les Indianapolis Colts. Après, vous allez chez les Tennessee Titans, vous allez jouer votre premier match de division contre les Minnesota Vikings en week 4. Après, vous allez jouer chez les Los Angeles Rams. Après, vous allez recevoir 2 matchs de suite en week 6, les Arizona Cardinals, ensuite les Houston Texans. Après, vous allez jouer à Jacksonville. En week 9, vous recevez les Detroit Lions. Vous êtes en bye week en week 10. En week 11, vous allez chez les Bears. Week 12, vous recevez les San Francisco 49ers. Week 13, vous recevez les Miami Dolphins. Week 14, vous allez à Détroit. Week 15, vous allez à Seattle. Week 16, vous recevez les Saints. Week 17, vous allez à Minnesota, chez les Vikings. Et vous finissez la Week 18 par les Chicago Bears, comme cette année, si je ne me trompe pas. Ouais. Et là, donc moi j'ai estimé le calendrier. Donc, je prends toujours du temps quand même pour faire le calendrier. J'essaye d'estimer au mieux. L'année dernière, vous aviez fait une saison à 9-8. Bon, je me dis, voilà, il y a une free agency intéressante qui a été faite à Green Bay. Il y a des joueurs draftés intéressants aussi. Voilà, ça a bien bossé. Il y a des running backs aussi intéressants qui sont arrivés. Bon, et je me dis, allez, on peut faire mieux. Et un bilan de 17 me paraît cohérent à Green Bay cette année. Et je me dis, si je change, allez, j'ai sélectionné 3 matchs. Bon, je les ai mis en victoire, ce qui fait que ça ne fera pas gonfler non plus tout de suite le bilan. Mais par exemple, tu vois, je me suis dit, en milieu de saison, tu vois, tu vas en week 5, tu vas chez les Rams ou tu vas à Jacksonville, tu gagnes ce match-là en sachant que tu vas jouer les Bears. Il faut aller gagner aux Bears, ce qui est votre deuxième maison, ce qui peut être jouable aussi en sortie de bye week, qui aura moyen de bien préparer ce match. Et l'avant-dernier match contre les Minnesota Vikings, qui est rival de division aussi. Je me dis, voilà, tu accroches 1 ou 2 victoires vraiment à l'extérieur, dont les 2 Bears et Minnesota, et t'accroches peut-être les Rams. Et je me dis, tu peux faire un bilan de 11-6. Allez, si vous faites 11-6, ça sera une belle saison. 12-5, j'y crois pas spécialement. Mais 11-6-17, ça me paraît cohérent. On a fait 9-8 en 2023. On ne peut que viser plus haut. Et là, d'autant plus que Jordan Love, avec l'énorme contrat qu'il vient de signer, on ne l'a pas encore dit, mais il est actuellement le quarterback numéro 1 au niveau du salaire par an, 55 millions de dollars par an, avec un bonus à la signature jamais vu de 75 millions de dollars par an. Alors, avec l'inflation galopante, son contrat va être sûrement peut-être déjà même battu par celui de Dak Prescott ou un autre dans l'année prochaine. Mais on n'attend que mieux, forcément, parce qu'on aura Jordan Love, normalement, qui retrouve toute son attaque. Normalement, il ne peut que avoir amélioré sa tactique, ses ajustements, ses audibles avec toute son attaque. Donc, on attend mieux de l'attaque. On attend aussi une meilleure cohésion avec son head coach, Matt Lafleur, qui est celui qui appelle les jeux offensifs.
Et on attend aussi un Matt Lafleur maintenant au niveau head coaching qui soit vraiment, qui prenne son rythme de croisière. Parce que même si c'est sa 6e saison, avec Rodgers, ça a été compliqué. L'année dernière, c'était la première année de Jordan Love. Donc maintenant, ça y est, c'est le rythme de croisière au niveau coaching. Au niveau défensif, on a un nouveau cordeau. C'est toujours compliqué, il faut mettre les choses en place. Néanmoins, on a la 3e défense la plus coûteuse de la NFL. Donc, on a des gros contrats pour Kenny Clark, on a des gros contrats pour Rashan Gary, pour Jaire Alexander. J'en oublie peut-être encore, mais là, on a ces 3 gros contrats. Donc, résultat, on a une défense qui coûte cher. Donc, il va falloir, même si c'est la première année du cordeau, il va falloir qu'elle tape dedans. Donc, on a tous les éléments pour que ça doit matcher. Par contre, si ça ne matche pas, je dirais même que ça va être, la crise pourrait arriver plus tôt que l'année dernière où justement on avait le bénéfice du doute de la première année en tant que starter de Jordan Love, où justement on lui laissait, c'est sa première année, qu'importe le bilan, c'est sa première année, on fera le bilan à la fin. Et on a vu qu'il y a eu 2 saisons en une. Là, ce ne sera pas la même. S'il nous refait la même première moitié de saison que l'année dernière, le doute, il va arriver beaucoup plus rapidement, puisque normalement, il ne doit pas réitérer les mêmes prestations qu'il a fait en début de saison. Il doit beaucoup plus se coller à ce qu'il a montré en deuxième partie de saison. Donc, on va attendre, en fait, on va être plus demandeur, mais normalement, ça doit être la saison de la confirmation. Ouais. Donc, il y a des matchs assez décisifs, je pense. Donc, il y a le premier match qui se déroule au Brésil. Donc, on joue le premier vendredi de la saison au Brésil contre les Eagles, considéré comme un match chez les Eagles. Donc, ce match-là, je le mets un peu à part, mais il est possible qu'on le perde. Après, on a les 2 matchs d'AFC South, mais le premier test qu'on ne devra pas perdre, ce sera les Vikings à domicile en Week 4. Toujours une rivalité importante. Aaron Jones en face, un quarterback rookie en face. Si on perd à domicile contre un quarterback rookie, après, tout est possible, il faut voir la physionomie du match, mais ça pourrait faire mal. Après, comme tu l'as dit, on a une bye week qui est parfaitement au milieu, donc ça, c'est très bien. Et puis, en retour de ce bye week, on a, comme tu dis, un déplacement chez les Bears, mais surtout, on attaque en 4 jours. On attaque, c'est-à-dire un match le dimanche, un match le jeudi. On joue Niners puis Dolphins. Donc là, clairement, on a 2 gros tests. 2 gros tests qui font que on ne peut pas ressortir de 0-2 de cette série. Il faudrait au minimum une victoire. Donc, pour moi, c'est les 2 moments clés, c'est-à-dire les 4-5 premiers matchs où on ne peut pas avoir un bilan autre que 3-2 minimum. Ouais, c'est ce que j'ai mis. Hein. Ouais, j'ai mis 3-2, 3 victoires de défaite. Ouais. Voilà, on doit partir avec de la confiance. S'il y a de la mauvaise confiance qui arrive, hormis cascade de blessures évidemment, ça pourrait être vraiment peut-être difficile à gérer pour justement cette équipe qui a franchement le vent en poupe vu comment elle a terminé sa saison. Donc voilà, je vois ces 2 moments clés avec ces 4-5 premiers matchs où on doit ressortir avec le plein de confiance. Puis après, un rythme de croisière qui doit s'installer avec cette année, on joue en dehors de la NFC North, bien sûr. D'ailleurs, avec quand même 2 équipes en reconstruction. Hein. On a les Bears et les Vikings qui attaquent avec des quarterbacks rookies. Donc, normalement, l'ordre qu'il y a eu l'année dernière avec Lions, Packers, Vikings, Bears, pour moi, il doit rester similaire, avec peut-être inversement Bears-Vikings. Mais on joue aussi NFC West et AFC South. Bon, voilà. La NFL, les niveaux changent tous les ans, mais ce n'est pas des divisions qui me semblent inabordables. Non, le calendrier est abordable, on va dire. Donc, franchement, moi, le calendrier est abordable. Et puis, après, il y a l'aspect Frozen Tundra, puisque justement, la petite caractéristique de Green Bay que j'aurais pu évoquer en introduction, c'est qu'on joue au Lambeau Field, un stade découvert, ce qui est de plus en plus rare dans la NFL, surtout quand ce stade, il est dans des latitudes qui font que l'air polaire, des fois, descend du Canada et on a des températures négatives à partir de la mi-novembre. Et à partir de la mi-novembre, on va jouer, par exemple, à domicile, on va jouer les Niners, on va jouer les Saints. Miami voilà. Aussi. Voilà, et Miami. Voilà, on va jouer 3 équipes qui jouent au soleil et dans des températures chaudes. Donc, le fait de recevoir ces 3 équipes, 3 grosses équipes, notamment Niners, Dolphins et Saints, à domicile, c'est un gros avantage parce que c'est
c'est des équipes qui jouaient par -5, -10 degrés. C'est pas, il y a toujours un avantage quand même pour notre équipe, Bien sûr. encore plus maintenant où notre schéma offensif doit axer d'abord sur la course et s'adapter à des conditions qu'il connaît normalement plus que toutes les autres franchises NFL, puisque c'est leur stade, leur pelouse, celle du Lambeau Field, et notre Frozen Tundra qu'on adore, gardera, et que jamais le Lambeau Field sera couvert. Non, mais très bien. Non, mais je me dis 17, voilà, pas sûr de remporter la division, mais 11-6, je pense que vous pouvez remporter la division et jouer chez vous le premier match de wildcard. De là, aller accrocher la NFC, je dis pas, mais voilà, tu joues déjà le premier match chez toi. Voilà, comme tu disais, Green Bay, c'est toujours le déplacement à Green Bay n'est jamais simple. En plein hiver. Donc voilà, je me dis 17 ou 11-6. Voilà, je serais déçu si. Alors après, il faut voir toute la saison. Comme on dit, des blessés et tout ça. Mais voilà, un bilan à 9-8 ou 8-9, je serais déçu pour des Green Bay Packers parce que c'est pas ce que j'attendais. Mais après, voilà, je ne le souhaite pas. Mais on va rester positif. Et voilà, moi j'annonce 17 ou 11-6 au mieux pour les Packers. Ça me semble un très bon bilan pour la deuxième année titulaire de Jordan Love avec son nouveau contrat. L'objectif, ce sera ça, un bilan entre 17 et 12-5. Bon, voire mieux, hein, évidemment, mais entre 17 et 12-5. Donc j'envisage 11-6 pour les Packers. Ok. Bon, bah, très bien. Et ben voilà, vous avez notre prono complet et c'est plutôt, voilà, on est assez raccord, donc c'est plutôt positif de ce côté-là. On va conclure l'épisode, Julien, et c'est le moment de faire ta promo. Ouais. Je vais faire défiler un bandeau en dessous avec ton compte X ou Twitter, comment vous l'appelez. Et Julien, profites-en pour nous parler de toute ton actualité, tout ce que tu fais. Vas-y. Écoute, ce compte X, je l'ai mis en place depuis 2019 maintenant, ça fait 5 ans. Mais en fait, c'est la prolongation d'un blog que j'ai créé, qui s'appelle donc greenbaypackersfrance.com. Voilà, Green Bay Packers France, donc c'est assez simple, où j'ai écrit des articles, notamment des comptes rendus de match, des previews avant chaque match. Et puis aussi, quelque chose qui me tient à cœur aussi, des petits volets historiques, puisque, comme on l'a dit en début d'émission, l'histoire fait partie intégrante de la franchise des Green Bay Packers. Donc, les comptes rendus de match, c'est quelque chose qui m'a toujours botté. Et au début, j'en faisais sur un forum d'un site très connu sur le football américain en France. Et puis, je me suis dit, pourquoi pas le faire sur un blog. Et puis voilà, ça fait maintenant plus de 8 ans que je fais ça. La vie évolue, mais on essaie de toujours garder la même passion. Et puis est venu Twitter, et puis est venu le podcast des Têtes de Fromage maintenant, peut-être on va entamer notre 3e saison, avec beaucoup de plaisir, avec Alexandre TDA, avec Valentin TTP, et avec Mathieu du compte Packers FR. Le plus ancien compte Twitter à l'époque sur les Packers en français. Et on se retrouve tous les 4 avec en général maintenant une émission bi-hebdomadaire parce qu'on aime beaucoup parler et les émissions sont peut-être un peu longues, donc on va découpler ça. Mais on adore parler de nos équipes, de notre équipe, pardon. Et en plus, on est 4 profils différents. On a chacun des avis assez tranchés et donc ouverts au débat. Donc c'est à chaque fois un moment que je retrouve grand plaisir mes compères. Donc voilà, on a peut-être des petits projets de ajouter un peu plus le jour des matchs. On va voir. On est en train de discuter de ça entre nous. Mais voilà. Donc mon blog, mon compte Twitter @GBPackersFrance et le compte des Têtes de Fromage, bien sûr, @Têtes de Fromage. Et puis pour poursuivre les Packers en français et puis pour essayer de nous transmettre notre passion verte et or, qui sont les couleurs des Packers. Très bien, c'est complet. Moi, je vais faire ma phrase habituelle. Je te remercie encore, Julien, pour ta venue. C'est toujours un plaisir de vous recevoir en tant que fan des Packers et de te recevoir parce que c'est la 3e année que tu viens nous voir. Donc, merci à toi. Je souhaite vraiment une bonne saison Packers. Je vous souhaite à tous les fans des Packers, je vous souhaite vraiment le meilleur. Parce que voilà, je vous aime bien malgré tout. Après, quand ça se titille, bien évidemment. Mais voilà, je vous souhaite vraiment l'affiche du premier Super Bowl, Chiefs Packers.
Exactement. Et du coup, je vous souhaite vraiment, vraiment une bonne saison. Profitez bien, la NFL va reprendre bientôt. Voilà, régalez-vous. C'est le moment des camps, c'est le moment de tout ça. Là, quand vous écouterez la preview, ce sera peut-être le moment même des matchs de pré-saison. Donc, régalez-vous. Je vais finir par l'auto-promo du Foot US de A à Z. Voilà, les premières previews sont sorties le 28 juillet. Pour ceux qui n'ont pas écouté les premières, n'hésitez pas. Vous avez déjà elles sont disponibles sur YouTube ou en podcast. Vous avez envie de nous soutenir, on a un Tipeee, ça permet de nous permettre d'avancer aussi sur la chaîne, de payer le StreamYard. Rien que ça nous aide déjà. Ensuite, on a à partir du 23 août, vous retrouverez l'intégralité de la programmation du Foot US de A à Z avec une émission par jour. Donc ça va être très riche en actualité. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube pour ne rien rater et ne rien manquer. Bien évidemment, vous voulez rejoindre un jour le Foot US de A à Z, la porte est grande ouverte. On accueille tout le monde. Donc, c'est ça qui est bien. On n'a pas de profil. Tout le monde, ceux qui veulent venir parler NFL, même les débutants, n'hésitez pas. Vous êtes, la porte est grande ouverte. Retour d'Overtime, c'est notre jeu quiz à partir du 14 septembre. Une manche par mois. Les meilleurs se rencontreront en finale à la fin de la saison. Donc, n'hésitez pas si vous voulez venir faire passer un bon moment. Actu NFL, culture américaine. Voilà, il y a Jack il vous prépare ça aux petits oignons. C'est juste parfait. Et je vais finir par la description. Si vous écoutez en podcast, toute la description de Julien sera écrite même sur le podcast ou sur la chaîne YouTube pour le suivre. N'hésitez pas. Allez le follow, même si vous n'êtes pas fan des Packers. Ça fait toujours plaisir d'avoir de nouveaux membres de l'actu, de nouveaux membres fans de NFL, de la communauté NFL FR. Et moi, je vais finir par ma phrase habituelle. Que Dieu vous garde, car moi, j'ai pas le temps. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée. À bientôt tout le monde. Ciao. Merci Julien. C'était un réel plaisir. Merci Joe et je vous félicite Foot US de A à Z pour votre investissement, ce que vous faites pour la NFL en France. Donc bravo, merci encore pour l'invitation. Longue vie au Foot US, longue vie aux Packers, longue vie aux Chiefs, longue vie à tous les fans de NFL en France. Merci, ciao tout le monde. Au revoir. À bientôt.